هترجع لنا، القدس هترجع لنا. Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, avec notre invité, son Excellence ambassadeur Maître Atmili, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Votre Excellence, vous parliez tout à l'heure de ces allégations selon lesquelles l'Égypte bloque la bande de Gaza et bloque l'aide d'arriver à la bande de Gaza. Exactement. Alors, avant de parler exactement des quantités qui sont rentrées au peuple palestinien, et pas seulement par la voie terrestre, mais aussi par la voie aérienne, Oui. on sait qu'il y a eu plusieurs jets de... Largage d'aide humanitaire. Exactement, par la voie aérienne. Oui. Alors, je m'intéresse beaucoup à parler du rôle égyptien. Oui. Avant d'accéder au rôle, je voudrais tout simplement parler du motif de ceux qui disent que l'Égypte bloque les aides humanitaires de la bande de Gaza. Quel est leur objectif selon vous? Alors, les objectifs, simplement, c'est de montrer que l'Égypte n'a pas suffisamment fait pour la cause palestinienne. C'est une cause absurde. On ne doit pas parler de cette manière. On ne peut pas surenchérir sur le rôle égyptien, pas seulement durant cette guerre depuis le 7 octobre, oui, mais même avant et depuis la création de l'État palestinien et de la Nakba du peuple palestinien. Ça. Alors, le rôle d'Égypte est un rôle incontestable. Il n'y a aucun pays au monde qui a versé autant de sang ou fourni autant d'efforts politiques, humanitaires, militaires pour la cause palestinienne que l'Égypte. Alors, aussi l'Égypte mène des actions discrètes mais déterminantes. Certes. On n'avait pas entendu qu'il y avait ce pont aérien ou bien des aides humanitaires acheminées terrestrement juste avant cela. Mais l'Égypte a senti qu'on ne peut plus attendre. Et du coup, on a agi directement. Il y a une légitimité morale et diplomatique. Oui. L'Égypte a toujours agi à partir d'un positionnement moral et historique sincère. Alors, on peut pas, et je pense que c'est absurde encore une fois, de surenchérir sur le rôle égyptien. Parfait. Également, quand on regarde la situation actuelle et le cessez-le-feu qui traîne depuis quelque temps avec ses pourparlers au Qatar, avec l'administration américaine et les deux belligérants, le côté israélien et le côté du Hamas, comment voyez-vous cette situation? Alors, la situation est assez... encore une fois, l'Égypte, et cette fois aussi, elle garde son discret en ce qui concerne l'évolution des négociations entre les deux parties. Et que malgré que les États-Unis et Israël ont vite accusé Hamas d'être la raison pour laquelle les négociations ont échoué, l'Égypte ne s'est pas prononcée sur les raisons jusqu'à maintenant, mais cela ne veut pas dire que le rhétorique ou bien la narrative israélo-américaine est juste en ce qui concerne la responsabilité de Hamas pour faire échouer les négociations. Et qu'on attend qu'on va résumer les négociations encore une fois. Il y a un impasse très difficile. Le président Trump lui-même l'a souligné hier avec son petit discours juste avant de prendre son avion pour la Scotland, l'Écosse je veux dire, oui. Quand il a parlé que le Hamas savait ce qui va se passer après la livraison du dernier otage et qu'est-ce qui va se passer pour eux, et c'est pour ça qu'ils ont refusé. Il est impossible à qui que ce soit d'accepter des termes de négociation si ces termes ne sont pas durables. Alors ce qu'on cherche, ou ce que cherchent les Israéliens, est simplement de reprendre leurs otages et puis reprendre encore une fois les attaques et les agressions contre le peuple palestinien. Personne au monde qui a un peu de cerveau, qui peut accepter
une proposition pareille, on accepte d'arrêter les actions militaires et les agressions et le retrait israélien contre l'obtention de leur otage d'un côté et de ne pas poursuivre les actions de Hamas contre l'État israélien d'autre côté. Et de demander une trêve de 1 mois ou de 60 jours pour recevoir les otages, ensuite reprendre les actions militaires avec un siège complet pour la bande de Gaza est impossible à accepter de qui que ce soit. Et puis après, on peut facilement accuser Hamas de dire non aux négociations, ce que je trouve que ce n'est pas exactement le cas. Certes. Depuis quelque temps, le président français a parlé de reconnaître ou de considérer reconnaître l'État palestinien. Quel est l'effet de cela sur le terrain et sur la crise tout entière? Je pense que c'est une étape très importante. La France serait le premier pays occidental membre permanent du Conseil de sécurité. Oui, il y a déjà l'Espagne, je pense qu'elle n'est pas au Conseil de sécurité, néanmoins... Exactement, et même si elle l'est, elle ne sera jamais, jusqu'à maintenant au moins, un membre permanent. Alors c'est le premier membre permanent du Conseil de sécurité qui prend cette démarche. On entend beaucoup de rapports et de rumeurs sur une possibilité de la part du Royaume-Uni à joindre cette étape. On a aussi entendu parler du Canada. Déjà, beaucoup de pays vont prendre des étapes similaires pour joindre déjà 149 pays qui ont reconnu l'État palestinien. Mais toutes ces étapes-là, on doit le citer d'une manière claire, ne veulent rien dire si vraiment il n'y a pas une volonté américo-israélienne pour reconnaître cet État palestinien et commencer à assumer des négociations claires et directes en ce qui concerne l'établissement de cet État palestinien. Sans ça, ça sera une étape diplomatique qui montre la volonté mondiale de reconnaître le droit palestinien, mais en même temps ne sera jamais exécuté sur la terre parce qu'il y a un refus israélien complet à avoir un État palestinien, à établir un État palestinien, quel que soit le nom ou les capacités ou même l'importance de cette étape. Et c'est toujours là le point crucial, l'obstacle indéterminé de la part de l'État israélien d'établir un État palestinien côte à côte, comme le stipule l'initiative de paix arabe et en cohérence aussi avec l'article 242 du Conseil de sécurité. Oui, également, depuis quelques jours, la Knesset israélienne a parlé d'étendre sa souveraineté, la souveraineté d'Israël sur la Cisjordanie. Alors, comment voyez-vous cela? Alors, encore une fois, Israël cherche à bloquer à tout prix toute possibilité de restaurer la paix dans cette région. Ce n'est pas seulement la question de l'impossibilité d'établir un État palestinien avec de telles conditions, mais je pense que le plus important, c'est que Israël bloque toute possibilité d'apaiser la situation au Moyen-Orient. Elle veut toujours agresser à un tel pays ou à une telle communauté. Ce n'est pas seulement l'État palestinien qui ne peut pas voir le jour à cause des agressions et du bloc israélien, mais aussi on voit la Syrie qui est occupée à une grande partie de ses territoires, le Liban aussi agressé, et l'Iran qui a été aussi agressé. Alors, il y a toujours une situation de guerre qui règne dans la région, et cela bloque tous les efforts égyptiens
ou d'autres pays de la région, ou même des aides internationales à arriver à une fin de ces agressions et de ces actions militaires. Et cela vraiment affecte et impacte toute la région, que ce soit économiquement ou politiquement ou dans tous les domaines de sécurité pour tous les pays de la région. Vous voyez que le rôle américain comme médiateur dans soi-disant le processus de paix israélo-palestinien, vous voyez leur rôle peut être prolongé ou comment l'estimez-vous quand même? Le rôle américain n'est pas un rôle indépendant. Oui. C'est un rôle qui dépend totalement de l'accord ou du refus israélien. Oui. Par exemple, il y a 2 jours, c'était compris que l'État israélien a retiré ses négociateurs du Qatar. Oui. Directement, M. Witkoff a annoncé le retrait de la délégation américaine. En tant que médiateur, vous ne devez pas, il ne s'agit pas, c'est pas votre rôle à vous retirer. Vous devez continuer vos efforts tels que l'a fait l'Égypte. L'Égypte a dit qu'on continue nos rôles. Oui. Alors, le rôle américain n'est pas un rôle indépendant. Partiel. C'est un rôle qui dépend seulement de l'accord israélien. Oui. Si Israël accepte, alors les États-Unis sont contents. Il y a toujours, il n'y a pas vraiment le rôle du médiateur qui tient une distance égale des 2 côtés. Avec l'impartialité, oui, ça manque l'impartialité. Le rôle américain, c'est toujours le porte-parleur de la volonté israélienne et non un rôle de médiateur indépendant. Même M. Trump, quand il veut forcer un point, c'est un point qu'il peut forcer et qui est toujours dans l'intérêt d'Israël. Et il l'a dit, lui, personnellement, il ne va jamais prendre une action qui soit contre l'intérêt israélien. Alors je pense que le rôle américain est un rôle qui prend des côtés, c'est pas un rôle impartial du tout, oui. Et qu'il ne prend jamais en conscience les besoins d'être palestiniens ou les demandes et la nécessité du peuple palestinien. Le dernier discours, comme je l'ai souligné il y a quelques points, du président Trump avant son départ pour l'Écosse, le montre d'une manière très flagrante. On ne dit pas, en tant que médiateur, qu'il y a un négociateur qui veut se faire tuer. Et il le dit d'une manière facile, d'une manière qui représente exactement le point de vue israélien et non un point de vue indépendant tel qu'est le rôle égyptien, par exemple. Oui. Quand on regarde la région tout entière, le sujet de l'Iran et la guerre ou les attaques d'Israël contre l'Iran, est-ce que ça peut reprendre prochainement parce que de part et d'autre, on parle que le programme nucléaire iranien commence à être débattu en Europe. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles attaques d'Israël sur l'Iran ? On peut s'attendre à tout. Et je pense de mon point de vue que ce n'est pas la fin des agressions israéliennes contre l'Iran. Le point qui les bloque de reprendre, c'est que est-ce qu'ils ont vraiment suffisamment de défense contre les missiles balistiques iraniens ou non. C'est la seule raison pour laquelle Israël n'a pas repris jusqu'à maintenant ses attaques contre l'Iran. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le point suivant. Est-ce que l'Iran réagit contre le droit international? Oui ou non? C'est ça le point légitime. La question n'est pas une question de agresser un pays tant qu'on peut le faire, comme Israël le fait toujours. Mais c'est plutôt l'accord des actions de tel pays avec le droit international. Et ici, je pense que l'AEAE est la seule agence qui peut se prononcer si l'Iran réagit d'une manière conforme aux régulations de l'agence atomique ou non. Et ça, c'est le point le plus important. L'Iran a déjà pris le feu vert selon ce qu'ils ont déjà déclaré lors de la dernière
réunion du Premier ministre Netanyahou avec le président Trump à la Maison Blanche, Oui. quand le président Trump a dit qu'il s'abstient ou même il ne veut pas parler de l'action israélienne prochaine sur l'Iran, ce qui veut dire qu'il y a vraiment une action israélienne. Ce qui bloque Israël maintenant, c'est de pouvoir se défendre. On a même entendu qu'il y a des rapports non confirmés que même l'avion le plus dangereux du monde, le A2, qui a mené les bombes très fortes contre les sites nucléaires iraniennes lors de l'attaque américaine sur l'Iran, Oui. que Israël va en recevoir quelques avions pour pouvoir continuer et pour pouvoir, comme le dit souvent le président Trump, finish the mission. Parce que jusqu'à maintenant, le programme iranien n'est pas totalement bloqué. Mais soyons clairs que cette agression de la part des États-Unis et de la part d'Iran contre de la part d'Israël contre l'Iran ne sont pas des actes conformes au droit international, au contraire, sont une violation directe à l'indépendance et à l'intégrité de l'Iran, qui est un pays indépendant, souverain, ce dont on respectera sa souveraineté. Oui. Le rôle ne doit pas être accordé seulement à Israël et à l'Iran pour déterminer le sort d'Iran, mais plutôt au Conseil de sécurité qui, lui seul, a le devoir de montrer les violations iraniennes et l'article de la Charte des Nations Unies sur laquelle dépend une déclaration claire ou une résolution claire, si c'est le 7e ou le 6e, parce que cela donne le droit à des actes militaires contre ce pays. Mais ce qui se passe actuellement, c'est la loi de la force et que Israël suit bénéficie d'un feu vert incoupé, ininterrompu de ces actes d'agression contre tout le Moyen-Orient. On l'a déjà vu avec ces actes contre la Syrie et le Liban et certainement la Palestine il y a 2 ans. Et c'est ça le vrai danger et la menace pour la paix internationale, c'est que Israël et cette politique d'impunité avec l'État hébreu qui peut faire tout ce qu'il veut sans aucun obstacle et sans aucun sanction de la communauté internationale. Malheureusement, jusqu'à maintenant, l'Europe n'a pas pensé à sanctionner Israël de quoi que ce soit, à part quelques points très marginaux, et qu'on est en train d'appliquer la 18e bande de sanctions contre la Russie. Exactement. Alors, cela montre le double poids, le double mesure de l'action internationale contre Israël, notamment occidentale, et je trouve ça, c'est une position vraiment hypocrite de la part de l'Occident en général. Oui. Votre Excellence, concernant, je dirais pas des alliés militaires, mais je dirais quand même la Russie et la Chine pour l'Iran sont des pays amis. Alors, est-ce qu'on peut, par exemple, voir une carte jaune de la part de l'un ou de l'autre pour la situation en Iran? Alors, soyons clairs en ce qui concerne la Chine et la Russie. En ce qui concerne la Chine et la Russie, avec qui que ce soit, et je ne parle pas seulement de l'Iran dans ce cas, il y a toujours des aides, il y a toujours un support à quelques degrés légers diplomatiquement. Mais il n'y a jamais de la part de ces deux instances un support inconditionnel pour qui que ce soit dans le monde entier. Oui. On ne peut pas construire une similarité avec la position américaine avec Israël. Israël, oui. Alors, si on veut acheter des armes, par exemple, alors on doit avoir de l'argent, on doit avoir de quoi suffire pour voir comment est-ce qu'on va payer. Le coût de guerre devient de plus en plus haut pour n'importe quel pays du monde.
tandis que pour Israël, elle est en train de recevoir gratuitement tout ce dont elle a besoin de l'arsenal américain d'une manière directe. Et c'est toujours ainsi que parvient l'imbalance internationale envers que ce soit la cause du Moyen-Orient, la cause palestinienne ou autre. Alors, ces pays-là, malgré leur support normal, je trouve, pour l'Iran ou d'autres pays, mais ça ne sera jamais au point de changer un sort décidé par les États-Unis et Israël. Et d'ailleurs, les États-Unis et Israël ont attaqué déjà l'Iran, ont détruit à un grand degré leur programme nucléaire pacifique, et il n'y a pas eu une réponse russe ou chinoise de la même ardeur, de la même ampleur. Oui. Alors, ce qui montre que c'est pas vraiment le soutien qu'on cherche quand on trouve devant nous un exemple américo-israélien. C'est ça l'exemple qu'on cherche, ou bien c'est ça l'exemple exceptionnel qu'on doit rendre normal, celui des États-Unis avec Israël. Mais certainement, on sait tous que les organisations juives aux États-Unis ont pu acheter, et je le dis sur la télévision nationale parce que c'est pas un secret, les Américains eux-mêmes sont en train de parler comment est-ce qu'une organisation telle que l'EPAC ont acheté les politiciens, les hommes de politique américains, que ce soit au Sénat ou au Congrès. Pas tous certainement, et on parle d'une vaste majorité qui soutient toujours inconditionnellement Israël. On ne peut pas trouver une telle situation de la part de la Chine ou de la Russie, notamment que chacun de ces deux pays a déjà des problèmes internes, la Russie avec l'Ukraine d'un côté et la Chine avec sa dominance économique mondiale d'un côté et le problème taïwanais de l'autre côté. Et d'ici, je pense que la balance l'a toujours penchée vers Israël, avec le soutien toujours inconditionnel de la part de l'Occident en général, notamment celui des États-Unis. Oui. Votre Excellence, concernant la situation en Syrie et au sud du Liban, comment la voyez-vous et est-ce qu'un de ces jours, ça peut arriver qu'Israël arrête de bombarder ces deux pays voisins même? Je pense que maintenant, après la destruction totale de l'armée syrienne, et que les yeux syriens sont totalement ouverts devant les agressions américaines après avoir totalement détruit les défenses aériennes de la Syrie lors de la chute du régime Assad, je pense qu'il y a toujours un désir israélien de occuper des terres. Je ne pense pas que pour le futur proche, Israël a l'intention de se retirer des territoires syriens. Elle a déjà annexé plus de terres. N'oublions pas que le président Trump, qui représente la superpuissance militaire la plus grande du monde, a soutenu les demandes israéliennes d'annexer officiellement les monts de Golan. Alors, je pense qu'Israël a maintenant un appétit qui est insatiable d'accumuler et de prendre plus de terre. N'oublions pas encore une fois quelque chose que j'ai dit plusieurs fois sur cette plateforme et que je tiens à répéter. Israël est le seul pays du monde qui n'a jamais voulu déclarer ses frontières officielles. Où sont les frontières israéliennes, s'il vous plaît? Je vous demande à vous, je demande à tous nos téléspectateurs. Israël n'a jamais accepté de souligner ses frontières parce qu'elle essaye toujours élargir sa superficie. On a entendu le président Trump le dire d'une manière très tragique avant même
son accès au pouvoir à la Maison-Blanche, que toujours il regarde sur la carte d'Israël et comment est-ce que ces dimensions sont trop petites et comment est-ce qu'on peut élargir ces dimensions. Alors, certainement, on trouve dans une Syrie une bonne proie pour répondre aux désirs israéliens. J'ai vu même quelque chose qui m'a vraiment choqué, et je trouve que ça montre exactement comment Israël réagit et pourquoi elle réagit de cette manière. Il y a sur les bras des officiers et des soldats israéliens une carte qu'on peut voir, qu'on peut trouver sur Google même, si vous voulez voir la carte sur laquelle, qui est dessinée sur les bras des officiers et des soldats israéliens. Et cette carte comprend pas seulement la Palestine historique, mais avec des parties de l'Irak, avec des parties de la Syrie, du Liban, et même, écoutez-moi bien, de l'Égypte. Ce qui sera certainement impossible pour eux d'accomplir, mais ça vous montre exactement la pensée israélienne, la pensée coloniale, agressive israélienne contre tous les peuples contre elle. Israël n'est pas un pays qui veut vivre en paix. Il veut toujours soumettre ses voisins à sa volonté. C'est ça le désir israélien, de soumettre tout le monde. C'est pour ça que les négociations avec Hamas ont échoué, parce que Hamas a refusé d'être soumis. Oui. Et d'ici, je trouve que le futur, avec un tel support inconditionnel américain, n'est pas vraiment brillant pour la région, malheureusement. On doit toujours être méfiant de l'État israélien et de ses vraies intentions vers cette région. Parfait, Votre Excellence, ambassadeur Medhat El-Meliki, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Merci à vous. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Chers téléspectateurs, une petite pause. الحين على صوت الدبة بنحس بفطارنا كل الشبابيك تهيأ